L'accord de Paris pour le climat est accepté. Nous sommes le 12 décembre 2015. Un accord sans précédent sur le réchauffement climatique est officiellement adopté par 195 pays au terme de 2 semaines d'intenses discussions en banlieue parisienne. L'enjeu était énorme pour la France, pays organisateur de la COP21. Et c'est une réussite pour son président, Laurent Fabius, comme pour toute l'équipe de François Hollande. On revient sur ce jour historique avec notre invitée, c'est Carole Mathieu. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chercheuse au Centre Énergie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On va peut-être d'abord rappeler les objectifs de ce texte, de cet accord, les enjeux. Oui, alors le grand enjeu de la COP21, c'était d'aboutir à un accord universel et contraignant sur la question du réchauffement climatique. Donc c'était d'engager l'ensemble des pays, les 196 parties, à maîtriser ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et cette COP21, elle est intervenue au terme de plus de 25 années de négociations internationales sur le climat, avec de grandes étapes. On se souvient notamment de Kyoto en 1997, donc un premier protocole, mais qui ne concernait que les pays dits développés. Par la suite, on a voulu étendre, couvrir l'ensemble des émissions. Il y a eu une première tentative en 2009, c'était Copenhague. On voulait inclure tous les pays industrialisés, les pays en développement et notamment les émergents, parce qu'on sait qu'ils pesaient de plus en plus dans le bilan mondial des émissions. Mais ça a été un échec. Il n'a pas été possible de s'entendre sur une juste répartition des efforts. Donc finalement, on a repris difficilement les négociations et on s'était fixé comme date butoir 2015. Donc c'est pour ça que cette COP21, elle faisait vraiment figure de conférence de la dernière chance. Parce que soit on réussissait et on avait un accord, soit il fallait admettre que tout ce processus de négociation était globalement un échec. Et à ce moment-là, qui bloquait? Qui fallait-il encore convaincre? Alors le ton général était plutôt positif. Déjà la mobilisation de la société civile était très forte et puis on avait constaté des évolutions dans les positions de pays clés, notamment la Chine et les États-Unis qui avaient initié un dialogue sur cette question-là. Donc un ton constructif, mais évidemment il reste un certain degré de confrontation parce que les différents pays ont des intérêts divergents. Par exemple, on pense aux États insulaires qui, eux, jouent leur survie, donc vont demander forcément une action très ambitieuse, très rapide. Les pays développés, eux, se disaient prêts à agir, mais seulement s'il y avait des contreparties de pays en développement. Et les pays en développement, eux, voulaient bien prendre des mesures, mais seulement si leur droit au développement était préservé. Donc, il fallait naviguer entre l'ensemble de ces lignes rouges pour la réussite collective. En fait. Et ça veut dire qu'il y a eu des contreparties? Il s'est passé des choses en coulisses que nous ne savons pas, que le grand public ne sait pas forcément? Disons que chaque ligne, chaque mot de l'accord a été débattu et jusque très tard dans le processus. Il fallait obtenir des compromis et il n'était pas possible d'obtenir des compromis sur un point sans que sur les autres points on ait aussi une entente commune. C'était un puzzle, quoi. C'était vraiment... Oui. Donc chaque formulation, par exemple pour prendre qu'un seul exemple, le texte fixe un objectif global, donc qui est d'atteindre un pic des émissions mondiales. Et on dit que ce pic doit intervenir le plus tôt possible. Alors c'est très bien, c'est une avancée, on n'avait jamais été aussi précis, mais en fait on n'a pas de date. Et si on n'a pas de date, c'est parce que les pays en développement, la Chine, l'Inde, ne voulaient pas qu'il y ait dans le texte une échéance finalement pour leur industrialisation. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, au moment de la signature de cet accord en tant qu'experte? Vous êtes plutôt optimiste ou sceptique? Vous vous demandez si ça va vraiment marcher? Je pense que sur le moment, c'est une grande joie. Très clairement, le pari, il est réussi. Et puis aussi, on sent cette cohésion, un élan global qui rend optimiste pour la suite du processus. Après, il n'y a pas non plus d'illusion. On sait qu'un accord ne résout pas tout et surtout qu'il ne va pas sauver le climat en une seule échéance. Donc, on sait que la mise en œuvre sera difficile, mais on voit déjà que la dynamique est réenclenchée, ce qui était l'objectif. Et donc, on considère que toutes les chances, finalement, maintenant sont réunies pour aller plus vite. Et justement, un an après, on en est où? Combien de pays ont ratifié le texte? Je crois que c'était aussi l'un des objectifs. Oui, alors les ratifications, elles ont été très rapides et en fait très nombreuses. À l'heure actuelle, on en a 114. Donc on a très facilement franchi les 2 seuils pour l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Elle est intervenue le 4 décembre dernier. Et pour mémoire, pour le protocole de Kyoto dont on parlait au début, il avait fallu 8 ans pour réunir les ratifications suffisantes, alors que là, une seule année aura finalement suffi. Donc
c'est aussi le signe que les États sont toujours aussi mobilisés, ce qui est une très bonne chose. Je crois que la Russie tarde toujours à ratifier ce texte. Est-ce qu'on sait pourquoi? Qu'est-ce qu'elle demande en échange? Alors la Russie ne demande rien de particulier en échange, mais c'est vrai que la Russie n'a jamais été un pays moteur dans les négociations climatiques, et surtout elle n'est pas sensible à l'effet d'entraînement. Donc quand d'autres vont essayer d'accélérer les procédures internes pour faciliter la ratification, la Russie dit plutôt qu'elle est maître de son calendrier, et donc la ratification interviendra, mais plus tard. Probablement en 2017. Et quant à l'élection de Donald Trump, je suppose qu'elle change la donne. Qu'est-ce que... Oui, disons qu'elle peut changer la donne, même si aujourd'hui les intentions du président ne sont pas très clair claires. Que ça. Oui, ou du moins pas encore figées, parce que lorsqu'il était candidat, il disait simplement qu'il voulait annuler l'accord de Paris. Et puis maintenant, en tant que président élu, il laisse entendre qu'il est plus ouvert sur la question. Donc reste à savoir ce qu'il fera. Mais de toute façon, c'est une assez mauvaise nouvelle. Le président Obama avait été très investi sur la question du réchauffement climatique, donc le président Trump risque plutôt d'être en retrait au minimum. Et ce qu'on peut craindre, c'est que si les États-Unis prennent de la distance, alors les autres vont peu à peu aussi se démobiliser. Donc c'est un risque et le combat devient forcément plus difficile. François Hollande assure que cet accord est irréversible et que nul ne pourra s'en dégager. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est valable seulement pour quelques années ? Alors sur le plan juridique, tout est réversible, voilà, en 3-4 ans, comme vous le disiez. Après, il est vrai qu'il y a une tendance de fond, et c'est probablement à cela que François Hollande faisait référence, parce que l'économie est en train de se transformer, il y a des investissements sans précédent dans des technologies propres, et puis aussi, cette transition bas carbone, elle n'est pas seulement portée par les États, il y a aussi le rôle des territoires, des entreprises, et puis des territoires notamment aux États-Unis, les États fédérés. Donc la transition, elle va se poursuivre, que le président américain le veuille ou non. Et puis aussi, je pense qu'il faisait référence un peu au sens de l'histoire, au fait qu'un consensus a été forgé à Paris et que c'est aussi du devoir des États-Unis que de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs alliés et de la communauté internationale en général. Vous étiez à Marrakech pour la COP22. J'ai lu dans quelques papiers qu'elle avait été décevante, cette COP22. Vous confirmez ? Non, décevante, je ne dirais pas ça. Je pense qu'en fait, le mandat de cette COP22 était très différent de celui de la COP21. On n'allait de toute façon pas sceller un nouvel accord international. Donc forcément, le résultat est un peu moins flamboyant, mais il y avait un enjeu qui était de commencer la mise en œuvre, de définir des règles plus opérationnelles. Et ce travail-là, il a été bien enclenché, donc c'est satisfaisant, même si, je vous rejoins, on n'a pas été surpris positivement, ce qui est peut-être aussi une déception. Bon, c'était difficile de faire mieux après une COP21 aussi belle. 2018 sera une année cruciale. Les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pourraient être revus à la hausse par les pays ? Oui, ou du moins il le faudrait. En fait, en 2018, il est prévu qu'on ait un premier bilan global. Donc on aura une vision actualisée des progrès déjà qui ont été accomplis, puis de ce qui reste à faire. Et ensuite, sur cette base-là, on peut espérer avoir une nouvelle discussion un peu objective sur les objectifs des différents pays, en espérant qu'il y ait une révision effectivement à la hausse, sachant qu'on est dans une course contre la montre, donc ce serait effectivement bienvenu. Carole Mathieu, si je vous demande de terminer cette phrase, le 12 décembre 2015, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? Alors je vous dirais que c'est le jour où le monde s'est donné les moyens d'agir efficacement contre le réchauffement climatique, mais que rien n'est jamais acquis, et donc c'est la suite de la mobilisation qui déterminera si on a finalement relevé ce défi qui se présente à nous. Merci beaucoup Carole Mathieu d'avoir été notre invitée dans le jour où l'information continue sur LCI.